Le 12 décembre 1936 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vineuil du film anglais « Rembrandt », texte intégral. La vie des grands artistes n'a jamais porté chance au cinéma. Il a fait de Schubert et de Chopin des garçons coiffeurs sentimentaux. Il vient de passer à côté de tout ce qui fait le pathétique de la biographie de Rembrandt, cette lutte glorieuse et victorieuse du peintre, debout devant son chevalet, contre un des plus féroces guignons qui se soit jamais abattu sur des épaules humaines. De pareilles tragédies intérieures restent intraduisibles par les moyens de l'écran. Si agile, si direct, lorsqu'il s'agit de reproduire une fiction romanesque, une tranche de vie, le cinéma ne nous livre de ces drames du génie que les plus pâles apparences. C'est devant eux qu'il est contraint d'avouer toutes les faiblesses, toutes les infirmités qui sont encore les siennes et qu'il nous fait oublier si souvent. Une seule image échappe aux conventions estimables mais plates parmi lesquelles se meut tout ce film. Le vieux Rembrandt des derniers jours, vieux clochard loqueteux et bouffi, au regard rempli d'une fierté et d'une allégresse inexprimables, dont l'automne a fait une composition magnifique. Mais ce grand comédien lui-même n'a pu animer le reste d'un récit qui est d'une prudence tout académique, coupé d'interminables citations de l'Ancien Testament. Rembrandt était imprégné jusqu'aux moelles de la poésie biblique, mais de là à en faire un quaker. Ce qui est absolument déconcertant, c'est que l'on n'ait pas songé une seconde dans ce film à suggérer, par des jeux d'ombre et de lumière, l'atmosphère qu'évoque aussitôt le nom de Rembrandt. On n'a même pas su recréer le bric-à-brac somptueux d'abord, puis sordide, casques, armures, drapeaux, vêtements bizarres, dont le peintre ne cessa de s'entourer, qui étaient les accessoires nécessaires de sa poétique. D'un bout à l'autre du film, Rembrandt évolue entre des murs blafards et anonymes, éclairés d'une façon aussi banale qu'une vitrine de grand magasin. Enfin, les décors des extérieurs sont aussi impersonnels et monotones quand ils ne sont pas enfantins. On veut par exemple nous faire croire que Rembrandt est né dans un moulin à vent en tout point semblable à ceux des cartes postales de Christmas. La perspective d'Amsterdam, que l'on a bien photographiée une vingtaine de fois, toujours sous le même angle, est un mauvais pastiche de la kermesse héroïque, et son carton-pâte ne semble pas encore avoir séché. On vient de citer la kermesse héroïque de Jacques Feder. Les Anglais se sont fait une spécialité très remarquable du film historique. Ils y mettent beaucoup de scrupules, ils savent reconstituer avec aisance les fastes d'autrefois. Mais dès qu'il s'agit de qualités supérieures, d'imagination, de sens plastique, ils échouent. C'est à la France que revient l'avantage d'avoir fait avec La Kermesse le meilleur film d'histoire, à la fois vivant et pictural. Hélas, après cet éclatant succès reconnu jusqu'à Hollywood, Feder n'a pas trouvé ici un seul appui et il travaille aujourd'hui à Londres.